Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission H2 Innov, la deuxième du nom, organisée par Pôle Énergie en partenariat avec Rec Studio. Et nous sommes aujourd'hui à l'Université de Lille. Nous allons rencontrer les chercheurs qui font la décarbonation de l'hydrogène en Hauts-de-France. Alors l'hydrogène, ce n'est pas nouveau, vous le savez très bien, ça fait des décennies que cette molécule est utilisée notamment dans l'industrie, pour le raffinage du pétrole en particulier. C'est une molécule qui est particulièrement intéressante car très riche énergétiquement. À titre de comparaison, par rapport à une molécule de méthane, l'hydrogène a 2,5 fois plus de capacité énergétique, de densité énergétique. Alors quel est le problème, me demanderez-vous? Eh bien, vous le savez peut-être, la production d'hydrogène aujourd'hui est particulièrement carbonée, donc on a toute une problématique de décarbonation de la production d'hydrogène. Deuxième problématique, celle du stockage. Pour stocker 1 kg d'hydrogène, il faut une pièce d'11 mètres cubes, donc une pièce de 2 mètres de largeur, 2 mètres de longueur et 2,5 mètres de hauteur. Donc c'est particulièrement conséquent. À titre de comparaison, pour avoir la même quantité d'énergie pour du pétrole, il suffirait d'une bouteille de 3 litres. Donc on voit bien qu'on a un vrai sujet là-dessus. Et c'est exactement sur ces problématiques que travaillent les chercheurs que nous allons rencontrer tout à l'heure. Vous aurez d'ailleurs la possibilité de leur poser des questions dans le chat à droite de la vidéo. Ils y répondront bien évidemment. On se retrouve dans quelques minutes pour les interroger. Merci d'avoir patienté pendant ces quelques minutes. On se retrouve pour cette première table ronde comme promis autour de la production d'hydrogène avec nos experts et nos chercheurs. Et on va commencer avec vous, Jean Gravelet. Vous êtes directeur général de Pôle Énergie, vous êtes délégué régional de France Hydrogène
et vous allez balayer un petit peu les différentes possibilités de production d'hydrogène et puis surtout leur impact d'un point de vue carbone. C'est vrai que si on est tous d'accord pour dire que l'hydrogène est un vecteur de décarbonation pour notre économie, en fait, où va-t-on le chercher, cet hydrogène? Il est partout dans la nature, mais il est toujours combiné, et donc il va falloir le dissocier à partir des éléments auxquels il s'est combiné pour arriver à le produire. Alors, il y a différentes technologies, et en fait, on a à chaque fois, en fonction de la ressource et de la technologie, on peut avoir des couples technologie-matière, on va dire, pour arriver à décarboner. Alors, donc ça va permettre un peu à nos auditeurs, à nos téléspectateurs d'y voir un peu plus clair dans tout le discours qu'on aura autour de cette table ronde. Si l'on prend du gaz, du méthane, eh bien on va pouvoir ce qu'on appelle le vaporéformer. Alors si c'est un gaz fossile, eh bien on aura un hydrogène gris qui est fort émetteur de CO2 évidemment. Mais si c'est du biogaz, eh bien on peut vaporéformer du biogaz et on aura un hydrogène complètement décarboné. Ça c'est une première technologie. À partir de tout ce qui est biomasse et CSR, on a une multitude de technologies qui sont des oxydations. Alors, oxydation partielle, pyrogasification, gasification, pyrolyse, et puis on peut rajouter aussi des technologies, pyrolyse plasma, qui vont permettre de dissocier ces CSR ou cette biomasse en hydrogène, oxygène, carbone, dans des syngaz, et puis après on pourra épurer l'hydrogène par des technologies de séparation tout simplement. Alors la voie principale, bien sûr, c'est l'électrolyse à partir d'eau et d'électricité. L'électrolyse, donc c'est les tubes éprouvettes que nous avons tous éprouvés quand nous étions dans des travaux pratiques de chimie ou de physique à l'école. Évidemment, si l'électricité est produite de manière carbonée, eh bien on aura un hydrogène carboné. Si elle est produite à partir d'hydrogène décarboné bas carbone, on aura un hydrogène décarboné bas carbone. Voilà. Et puis après, on peut rajouter d'autres choses encore. Vous avez plein de molécules dans la nature de type HX, typiquement l'acide chlorhydrique, HCl. Voilà. Eh bien, on peut faire l'électrolyse d'HCl et puis on va obtenir du chlore. C'est généralement ce que l'industriel recherche, mais le coproduit sera l'hydrogène et cet hydrogène peut être intéressant, évidemment. On a également l'hydrogène natif, on en parle de plus en plus, même si on sent bien que c'est une vraie question pour l'extraire et puis surtout pour vérifier la stabilité des sols après extraction. Et puis une dernière technologie que je citerai bien, c'est une technologie plasma micro-ondes qui permet de dissocier du CH4, donc du méthane, en hydrogène d'un côté et carbone solide de l'autre. Alors ça c'est très intéressant aussi. Mais voilà le panorama de toutes les technologies qui permettent de produire de l'hydrogène. Merci Jean pour ces précisions. Un panorama assez large. On va se concentrer un petit peu sur vos objets d'études, mesdames, messieurs, et je vais commencer par vous, Rosonel Vanier. Je crois que vous travaillez sur quelques-unes de ces technologies, en tout cas... Voilà, préciser ce qu'a dit Jean. Ouais. Jean va bien expliquer qu'une des voies pour produire l'hydrogène, c'est l'électrolyse. Donc effectivement, à l'école, au collège, moi aussi j'ai fait l'expérience, on met 2 électrodes dans l'eau et puis on comprend que la molécule d'eau, elle est formée de 2 hydrogènes et 1 oxygène, puisqu'on a 2 fois plus de volume à une électrode d'hydrogène que d'oxygène. Donc il existe plusieurs voies de production d'hydrogène par électrolyse. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas la production de dioxyde de carbone à côté, contrairement au vaporeformage où le stockage du CO2 est un enjeu en fait. Et une des voies aujourd'hui qui est commercialisée, c'est la voie alcaline. Donc la voie alcaline, elle est connue, hein, c'est toutes les missions NASA, les années 60. Aujourd'hui, elle est commercialisée. Elle fonctionne à 80 degrés. 80 degrés C. L'électrolyte, donc qui fait le transport de l'oxygène en solution, c'est de la potasse. La potasse, c'est KOH, c'est comme de la soude caustique en gros. Donc c'est liquide. Ça fonctionne à 80 degrés et puis il y a des électrodes en nickel, donc ça reste abordable. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des soucis de rendement qui reste faible. Il y a des soucis de corrosion, puisqu'on a de la potasse avec nos 2 électrodes, donc elle-même est assez corrosive. Il y a des temps de réponse qui sont lents et un des objectifs pour produire l'hydrogène par électrolyse, c'est d'utiliser par exemple l'électricité qu'on produirait via l'éolien, via le photovoltaïque. Donc là, ça suppose de l'intermittence. Donc là, on a besoin de systèmes
système derrière qui répondent rapidement pour répondre à l'intermittence, puisqu'on peut voir aussi l'hydrogène comme un vecteur pour stocker l'électricité, en fait, qu'on pourrait pas, voilà, qu'on peut pas utiliser tout de suite. Autre point, on peut aussi stocker l'électricité, on a vu par l'éolien, issu du éolien ou du photovoltaïque, stocker aussi l'électricité qui vient du nucléaire. Donc besoin d'opérer, faire face avec des appareils, des équipements qui répondent rapidement. Un des inconvénients de l'alcalin, c'est la faible densité de courant. Donc qui dit faible densité de courant, on apporte du courant, plus on apporte du courant, plus on produit de l'hydrogène, donc moins on apporte, moins on en produit. Des difficultés aussi de travailler sous pression, alors que d'autres technologies vont permettre de travailler sous pression. Donc ça, c'est l'alcalin, ça marche, c'est vendu, c'est commercialisé. Après, il y a d'autres technologies. Il y a la technologie PEM, c'est Proton Exchange Membrane. Donc dans la technologie PEM, elle repose sur une membrane qui est en nafion. Le nafion, c'est une sorte de téflon, donc qui contient du fluor. Donc ça pose la question des PFAS et du fluor dans ces polymères. Mais cela dit, elle est prise dans la membrane et dans le système. Donc je pense qu'il n'y a pas les mêmes problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui sur les PFAS. Et les électrodes, c'est des électrodes en graphite de chaque côté. En fait, il nous faut des électrodes de chaque côté de la membrane pour dissocier la molécule d'eau. Et en fait, c'est du graphite, mais qui contient du platine. Donc l'enjeu, c'est le coût de la membrane en nafion et coût du platine. Alors cela dit, ça y est, cette technologie, elle est mature aussi. Elle est, voilà, on parle d'électrolyse, l'inverse c'est la pile à combustible. La PEM, en tant que pile à combustible, elle est parfaitement adaptée pour les véhicules en fait, électriques, donc, qui pourraient être alimentés en hydrogène. Alors après, il y a une autre technique, une autre technologie, c'est celle sur laquelle nous, on travaille à l'UCCS et pas mal d'équipes en France travaillent également dessus, ainsi que Didier Faté. On travaille sur la SOFC. Donc ce sont des piles à combustible à oxyde solide. Il y a le CEA qui travaille dessus, avec notamment Genvia, une start-up qui se met en place pour produire des électrolyseurs à haute température. Alors cette technologie haute température, à oxyde solide haute température, elle est vraiment vue comme la technologie qui, dans 10 ans, pourrait remplacer l'alcalin. On voit une application stationnaire. L'électrolyte dont je parlais tout à l'heure, la potasse était liquide. Là, on est sur un électrolyte solide. C'est une céramique qui, à haute température, permet le transfert des ions oxydes. Alors le principe, je vais expliquer le principe de la pile plutôt que l'électrolyseur. C'est plus facile d'expliquer la pile, après on comprend l'électrolyseur. En fait, on a une membrane, particularité à haute température, de faire que l'oxygène peut se déplacer dedans sous forme ionique. Et donc d'un côté, on va avoir de l'oxygène, et de l'autre côté, enfin de l'air quoi en gros, et de l'autre côté on va avoir de l'hydrogène. Et comme on a un milieu riche en oxygène et un milieu pauvre, un matériau qui conduit les ions oxydes, qui conduit l'oxygène, l'oxygène va migrer du milieu riche vers le milieu pauvre. Et ça va conduire à la production de courant. Donc ça c'est quand on est en mode pile, en mode électrolyse c'est juste l'inverse. On va mettre de l'eau et on va dissocier l'eau en hydrogène et le transport ionique dans la membrane, sans rentrer dans le détail, va se faire via les ions oxydes. Très bien. Très intéressant. Donc si on résume, on a deux technologies matures, alcaline, PEM, avec des problématiques différentes, l'une et l'autre. On retient notamment sur la PEM le problème du coût, et c'est quand même un sujet assez central pour les industriels. Je pense qu'on a pas mal d'industriels qui nous écoutent, et c'est un véritable sujet. Et effectivement, des technologies peut-être plus immatures, en tous les cas, où il y a plus d'innovation. Vous venez de l'évoquer, mais avec des contraintes de température qui sont importantes. Et donc, des travaux aussi sur les matériaux. Peut-être un petit mot sur ce que font les équipes de Didier Fasquelle, qui malheureusement a dû annuler sa venue au dernier moment. Donc, Rose Noël, je vous en prie. Je vais pouvoir dire ce que fait Didier à Dunkerque. Alors Didier, lui, travaille surtout sur les interfaces. Alors, on a des dispositifs qui paraissent simples. Je vous dis, il y a une membrane, 2 électrodes de chaque côté. La membrane, elle doit être dense, plus dense possible, la plus fine possible. Donc, il y a déjà une optimisation à faire au niveau de la membrane. Et à l'inverse, les matériaux d'électrode doivent être poreux. Et il faut que le transport ionique entre l'électrode et le matériau d'électrolyte se fasse bien. Donc il y a un gros travail d'interface à faire. Donc Didier travaille notamment sur l'optimisation de ces interfaces. Donc voilà. À côté de ça, Didier travaille aussi sur des supports métalliques. Notre objectif, les températures de fonctionnement, je ne l'ai pas dit, mais on est à 700 degrés au moins. On est entre 700, voire pour aller jusqu'à 800, voire 1000 degrés. Donc un objectif aussi, c'est d'abaisser les températures de fonctionnement de ces dispositifs. Donc en travaillant sur des électrolytes plus fins, en travaillant sur des électrodes qui répondraient mieux, qui est capable de répondre à plus basse température. Et Didier regarde également les supports métalliques. Donc déposer une cellule fine sur un support métallique. Donc c'est également un axe de recherche de Didier. Et voilà.
Et donc quand vous dites plus basse température, ça veut dire bon, quoi? on vise au moins 600 degrés pour la solid oxide cell. On a d'autres technos, hein. On a une technologie qui s'appelle la Photonic Conducting Ceramic Fuel Cell. Donc on reste sur de la céramique avec un électrolyte conducteur par ion oxyde, mais qui conduit les protons, les H+, l'hydrogène. Et l'hydrogène H+, se déplace plus vite que l'oxygène. Et donc là, notre objectif, donc dans le PEPR, on est dans un projet qui s'appelle Protec. Donc les PEPR, c'est au niveau national, il est porté par notre collègue Gilles Taillade à Montpellier. Et l'objectif, c'est de développer une pile à combustible qui conduit les protons à basse température. Et là, on est entre 400 et 600 degrés. D'accord. Et vous êtes aussi d'ailleurs dans un projet européen, Cluedo. Oui, je le sais bien parce que Pôle Énergie est aussi, donc voilà, on a travaillé ensemble sur ce projet. Donc on est content d'avoir obtenu ce projet Interreg qui va nous permettre de travailler avec nos collègues belges qui sont juste à côté. Donc c'est le projet Cluedo. Alors j'ai mon anti-sèche, hein. C'est Clean Energy with Sustainable Third Generation Solid Oxide Cells. Donc l'idée c'est de développer des cellules de 3e génération en les compétences de Didier Fasquelle sur les supports métalliques. Donc, en travaillant avec nos collègues belges, il est porté par Materiana à Mons et dans lequel intervient également le BCRC. Donc là, l'idée, c'est de développer des céramiques les plus fines possibles, de profiter des compétences en céramique de nos collègues, les collègues de Gand également en Belgique, et puis en France, côté Hauts-de-France, on va dire, on se retrouve Didier Fasquelle, l'unité de catalyse et chimie du solide, donc le labo auquel j'appartiens, et puis et en tant qu'établissement, l'Université de Lille, Centrale Lille et Ulco, et puis les deux pôles de compétitivité. Donc pôle énergie, enfin pôle énergie et pôle de compétitivité Team 2. Et j'espère que j'ai oublié personne, mais vous allez vérifier. Au pire, on le rajoutera en bandeau en dessous et puis on s'excuse d'avance. Un dernier mot peut-être sur les enjeux de matière, et notamment sur les terres rares. Vous avez évoqué bismuth, zircone. On a un petit enjeu aussi de... Voilà, donc effectivement, la zircone, c'est l'électrolyte qu'on utilise classiquement. Nous, on travaille aussi sur des bicouches avec l'oxyde de bismuth pour abaisser les températures de fonctionnement, mais on est plutôt sur le mode pile. Et nos électrodes, elles contiennent des terres rares. Donc là, on est dans un projet européen avec Vito en Belgique, il est porté par Vito. Donc où là, l'objectif, c'est de trouver de nouveaux matériaux d'électrodes sans terres rares. Notre objectif, c'est d'abaisser à 30% les terres rares, la quantité de terres rares, enfin de l'anthanie notamment. Donc là, typiquement, on travaille au niveau du CCS, on a un matériau, et là, on va voir le lien avec la recherche fondamentale. En fait, on travaille sur une cobaltite de calcium. C'est mon collègue Olivier Montré qui a vu l'idée à un moment de se dire, ce matériau-là, de par sa structure, ça devrait être un très bon conducteur mixte. Il nous faut des conducteurs à la fois ioniques et électroniques pour l'application. Et puis c'est parti, donc première publication en 2009. Et puis derrière, avec ma collègue Aurélie Roll, on a repris le sujet, on a optimisé l'électrode. On a un objectif, hein, c'est 0,15 ohms cm carré à 700 degrés, c'est notre objectif. Olivier, il est parti à 4 ohms. On a rajouté de la sérine, on a atteint 1. Aurélie a optimisé les épaisseurs, elle a optimisé la composition d'un matériau composite. On est arrivé à 0,5 ohms. Et là, avec notre étudiante Fatima, on a atteint les 0,15 ohms cm carré. Alors, c'est la recherche fondamentale, 2009, ça nous a mis 15 ans. Mais on est arrivé en fait. Ce matériau, il est super parce qu'il se dilate de la même façon que l'électrolyte, même coefficient de dilatation. Donc il nous laisse espérer de très bonnes propriétés de durabilité. C'est du calcium, il n'y a pas de lantane. Par contre, il y a du cobalt. Donc le cobalt, on sait, on en parle. C'est aussi ce qu'on utilise dans les batteries lithium, hein, c'est la positive des batteries. Donc il y a l'enjeu du cobalt et il y a l'enjeu des matériaux critiques. Donc dans le projet européen, on a parlé des lanthanides, ça va, notre cobaltite elle passe, mais il y a quand même cet enjeu-là. Donc si bien qu'on travaille en ce moment sur des ferrites de calcium. Donc calcium c'est bon, il y en a, du fer, il y en a partout. Bon, sauf qu'on se rend compte qu'il faut quand même y mettre un peu de cobalt pour que ça marche mieux. Donc voilà, donc on travaille là-dessus. Et donc on peut espérer, donc l'idée c'est aussi d'aller vers le recyclage de ces matériaux du coup, et donc dans le projet européen dans lequel on est, il y a un aspect recyclage. Dans Cluedo, on a mis également un aspect recyclage qui est porté par mes collègues de l'Université de Lille, et l'idée c'est de, pour être durable, effectivement, on ne pourra peut-être pas mettre du cobalt dans toutes les applications. On sait que les batteries lithium, il y a le lithium qui pose problème, mais il y a aussi le cobalt. Il faut qu'on soit aussi en capacité de recycler nos matériaux. Donc, dans notre démarche scientifique, aujourd'hui, on prend en compte aussi la criticité des matériaux. Bien sûr, et c'est là où tout commence, hein, la recherche fondamentale. Évidemment, à terme, ça se retrouve dans les usages, et on parlera d'ailleurs, on aura une table ronde sur les usages
un petit peu plus tard. Bon, on a évoqué des technologies relativement matures là, avec vous, Rose Noël. Je me tourne vers vous maintenant, Adlan, puisque vous travaillez sur une technologie, le water splitting, qui est un procédé capable de dissocier les molécules d'eau sous l'effet de la lumière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et puis nous parler aussi du niveau de TRL, enfin du niveau de maturité de la technologie? Alors, pour situer un peu le contexte, le photocraquage de l'eau, ou ce qu'on appelle le water splitting photocatalytique, représente en effet une voie prometteuse pour la production d'hydrogène vert en convertissant directement l'énergie solaire en énergie chimique qui est stockée sous forme d'hydrogène, sans passer par la case justement production d'électricité, comme c'est le cas dans l'électrolyse conventionnelle. Alors, dans cette méthode, ou cette approche, on va utiliser des matériaux semi-conducteurs qui vont capter la lumière, la convertir en photocharge, qui à leur tour vont participer d'une part à la réduction de protons pour produire l'hydrogène et d'autre part à l'oxydation de l'eau pour produire l'oxygène. Donc conceptuellement, c'est une approche très simple qui, à long terme, présente l'avantage de pouvoir réduire les coûts de production de l'hydrogène. Malheureusement, actuellement, on est à environ 10% de conversion d'énergie solaire en hydrogène. On devrait être autour plutôt de 20 à 30% pour que ça soit, d'un point de vue économique, viable. Pour vous donner une idée, le kilogramme produit par cette approche-là coûte autour de 10 à 15 euros, ce qui reste très loin de ce qu'on peut produire par les méthodes présentées par Rose Noël. Donc le défi principal là, c'est de trouver justement de nouveaux semi-conducteurs qui ont la capacité d'absorber la lumière d'une façon optimale, de produire des charges facilement séparables et en même temps avoir des niveaux de bande d'énergie qui soient bien positionnés par rapport au pouvoir redox de l'eau. Pour vous donner un exemple, là, le semi-conducteur le plus utilisé, c'est le dioxyde de titanate. Actuellement, il a une bonne tenue par rapport à la photocorrosion. Cependant, il absorbe qu'une petite partie de la lumière qui nous provient du soleil, sachant que la majorité de cette lumière, elle est plutôt dans le visible. Donc l'enjeu actuel, justement, c'est de concevoir des matériaux qui ont une bonne absorption et une bonne tenue à long terme par rapport à un milieu qui est aqueux. Donc, à l'unité de catalyse et chimie du solide, le même laboratoire que celui de Rose Noël, mais cette fois-ci sur le site de Lens, nous avons des approches, on va dire une approche novatrice où on va combiner l'intelligence artificielle avec des méthodes de chimie quantique pour prédire justement ces nouveaux matériaux avec des propriétés désirées. Alors, l'avantage de cette approche, c'est qu'on va pouvoir explorer un espace de configuration de matériaux qui est très large, à moindre coût par rapport à ce qui peut être fait expérimentalement avec des méthodes d'essai-erreur, tout en prédisant les propriétés de ces matériaux-là. Alors, pour vous donner un exemple, en utilisant une approche qui combine de l'apprentissage automatique, du machine learning, avec des calculs DFT, c'est des calculs de chimie quantique, on arrive à prédire des matériaux qui sont assez nouveaux, type des chalcogénures ternaires, des oxynitrures ou aussi des perovskites doubles. Alors, on voit que là, cette approche-là est non seulement intéressante d'un point de vue prédictif parce qu'elle accélère la découverte des matériaux, mais elle peut servir aussi à guider l'expérimentateur dans sa synthèse. Donc, on est certes loin d'une technologie qui est mature, mais la combinaison de ces outils-là, IA, chimie quantique, avec des méthodes de synthèse novatrices, va lever des verrous certainement et conduire à une avancée majeure dans les prochaines années. Quand vous dites prochaines années, vous avez une idée à peu près ou difficile de s'engager? On va dire qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais on va dire que ce n'est pas demain, il faut peut-être à horizon de 5 à 10 ans.
Et il faut aussi avouer que ces approches-là ne vont pas concurrencer les méthodes présentées par Rosnewell, parce qu'on va être à une production beaucoup plus petite par rapport à ce qui a été présenté. Oui, on se complète, quoi, disons, en quelque sorte. Voilà. Adlan, je vous ai vu regarder Gladys et je pense que c'est pas pour rien parce que vous travaillez sur des sujets connexes aussi sur ce principe de photocraquage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Gladys Pourceau, la spécificité de vos travaux? Oui, eh bien, comme l'a très bien présenté Adlan, le principe du photocraquage de l'eau repose sur, d'une part, la réduction des protons de l'hydrogène, de l'eau en hydrogène, et d'autre part sur l'oxydation de l'eau. Le problème, en fait, c'est que cette oxydation de l'eau, elle est très lente. Donc, un des verrous, parmi d'autres, c'est celui-là, c'est cette cinétique qui est lente. Donc, une des possibilités actuellement, en fait, c'est d'utiliser d'autres molécules qui sont plus facilement oxydées que l'eau pour permettre finalement la réduction du H+ en H2. Donc actuellement, ce sont des sels ou des molécules non renouvelables qui sont utilisées. Et nous, à Amiens, en fait, on propose d'utiliser des sucres. Donc les sucres, ce sont des molécules composées de carbone, d'hydrogène et d'oxygène qui sont issues de la biomasse lignocellulosique. Ça correspond à peu près à 75% de la biomasse en fonction de l'espèce végétale et puis de l'organe de la plante considérée. Et donc ces sucres, en plus, sont très souvent également des coproduits des industries textiles ou papetières, etc. L'objectif d'utiliser ces molécules-là, c'est qu'elles sont plus facilement oxydées que l'eau. Donc du coup, on va avoir une efficacité, une rapidité, on va augmenter la rapidité de la réaction. Et puis, elles peuvent aussi, dans les conditions de photocraquage de l'eau, en fait, subir elles-mêmes des réactions de photoréformage et donc produire une quantité plus importante d'hydrogène. Alors, si la réaction est totale, on va avoir du CO2. Mais ce CO2, il provient non pas de ressources fossiles, mais d'une ressource renouvelable. Donc finalement, le bilan est neutre. La plante, elle a utilisé le CO2 par photosynthèse, elle en a fait des sucres. Donc on fait finalement un petit peu le mécanisme inverse. Et puis par contre, si la réaction n'est pas totale, on peut avoir des molécules qui ont un intérêt, si on arrive à contrôler la réaction. Donc en plus de produire de l'hydrogène à partir du sucre, on peut espérer produire également des molécules plateformes biosourcées qui peuvent avoir un intérêt dans l'industrie chimique en tant que détergent ou additif alimentaire. Voilà. Donc soit du CO2 biogénique, soit des molécules d'intérêt. Bon, plutôt intéressant. Même question pour vous, sur votre vision, sur le degré de maturité. Voilà, c'est un petit peu aussi... Oui, tout à fait. On est très très en amont. C'est quelque chose on n'est pas les premiers à avoir proposé cette utilisation des sucres. Maintenant, nous, on va aller aussi vers l'utilisation de la biomasse telle qu'elle. Donc c'est vrai que si on veut... avoir une vision à plus long terme, on va forcément être sur plusieurs, 5 à 10 ans, je dirais, une petite décennie, quoi. Je vous propose qu'on revienne maintenant à l'électrolyse, mais plutôt vu d'un point de vue système, voilà, et pas uniquement au niveau composant ou micro, comme on l'a peut-être plus largement évoqué au début de cette table ronde. Donc ce système, il doit être piloté, si on comprend bien, pour être optimisé. C'est bien ça, Belkacem, mais il me semble que c'est ce sur quoi vous travaillez. En effet, nous avons commencé en 2006 à travailler sur ces aspects de contrôle, mais surtout de détection de la dégradation. D'abord des piles à combustible, c'était le premier projet avec PSA, sur les piles à combustible aussi PEM, parce qu'elles peuvent embarquer. L'un des avantages de l'électrolyse PEM, c'est que c'est à basse température, donc on peut l'utiliser dans des températures ambiantes. Alors, l'électrolyseur est complexe et coûteux, pour 2 raisons principales. La première, elle est technologique. L'électrolyseur n'est jamais seul. Là, je parle de l'hydrogène vert. Il n'est jamais seul, puisqu'il est évidemment dans un environnement technologique avec les énergies renouvelables, c'est-à-dire le solaire et l'éolien, et puis évidemment tout un aspect des échangeurs de charge, etc. Mais hélas, il n'y a pas toujours du soleil, il n'y a pas toujours du vent. Et l'utilisateur veut toujours avoir de l'énergie. Sinon, à quoi va servir l'électrolyseur? Et donc, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect, si vous voulez, système d'un point de vue fonctionnement. Puisqu'un électrolyseur est un système multiphysique où se déroulent un certain nombre de phénomènes chimiques, électrochimiques, électriques, mécaniques, thermofluidiques. Alors quand on est en matériaux, j'allais dire, ce n'est pas important, mais si on doit modéliser et comprendre et prendre des décisions, il faudrait qu'on comprenne. Donc ce sont ces 2 complexités. C'est justement notre expertise depuis déjà un peu plus de 30 ans sur comment, si vous voulez, garantir
d'abord la pérennité des équipements, mais aussi garantir le fonctionnement opérationnel de façon à pouvoir assurer la disponibilité de l'énergie, et là, en gérant différents modes de fonctionnement. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle, en France, on parle beaucoup de l'hydrogène jaune. Parce que de l'hydrogène jaune est issu du nucléaire, c'est-à-dire l'électricité est toujours là. Ça peut nous permettre de faire une sorte de continuité du service ou bien de l'énergie. Et donc, si je fais un résumé, notre expertise, c'est vraiment être capable de détecter précocement les défauts de façon à pouvoir ensuite les corriger, mais aussi estimer la durée de vie du composant, parce que, exemple, l'électrolyseur est très cher. Donc il faut garantir la durabilité de ces électrolyseurs. Bien sûr, c'est un point essentiel. Et alors je crois que là aussi, vous vous faites aider par l'IA, c'est bien ça, vous avez développé des modèles. Alors maintenant, en parlant de cette durabilité, alors il y a deux types, si vous voulez, de dégradation dans un électrolyseur. Il y a ce qu'on appelle des dégradations irréversibles. Pas faire grand-chose. Et principalement, et là, je demande à mes collègues chimistes et matériaux de pouvoir éviter ce type de dégradation, parce que ça peut provenir, par exemple, de la corrosion, ça peut provenir des pertes de caractéristiques matérielles de la membrane, donc de caractéristiques mécaniques. Ça, donc, c'est plus dans l'aspect conception. Et il y a l'autre type de dégradation, ce sont des dégradations réversibles. Ça, c'est un peu dada, c'est notre rôle. C'est comment les détecter précocement et prendre des décisions pour pouvoir corriger ces défauts. Je prends un exemple. Alors, dans ce cas, on fait appel, en effet, mais je vais revenir assez rapidement sur ça, à l'IA. Comment peut-on détecter précocement ces défauts pour éviter ces dégradations réversibles? Je prends le cas de l'eau. L'eau, il est indispensable dans un électrolyseur parce qu'il permet d'avoir justement la conductivité ionique. Mais trop d'eau, c'est pas bon. Peu d'eau, c'est pas bon aussi. Trop d'eau, donc ça va diminuer l'efficacité, et peu d'eau, ça peut faire l'assèchement de la membrane, donc évidemment la rupture de la membrane ou bien le déchirement de la membrane. Donc notre but, c'est d'être capable à un certain moment de détecter cette dégradation et par le contrôle automatique et de l'IA apporter des corrections opératoires pour pouvoir éviter justement cette dégradation. Donc là, ce sont ces deux aspects. Et donc le but, c'est vraiment, en deux mots, j'explique comment ça se fait. C'est complexe et simple. Alors pourquoi l'IA? Alors l'IA tout seul ne fait rien. C'est important parce que souvent on a l'impression que l'IA fait non. L'IA est une boîte noire où on ne peut rien expliquer. Je pense que l'une de notre recherche scientifique qui a été validée par un certain nombre de publications et de projets européens et ANR, c'est justement cette mixture, ce mélange de l'IA et des modèles de connaissances pour expliquer justement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc tout ça est empilé en deux couches. La première couche, c'est d'être capable de détecter qu'il y a une alarme, qu'il y a un défaut. La deuxième couche, c'est de localiser où se trouve cette dégradation. Et quand on aura retrouvé l'origine de cette dégradation, nous allons apporter justement des moyens de contrôle pour essayer de compenser et éviter cette dégradation et éventuellement estimer la durée de vie. En deux mots aussi, il y a principalement deux principales méthodes, invasive et non invasive, c'est-à-dire que dans un électrolyseur, son problème, c'est qu'il est très mal instrumenté. Idem que la pile à combustible. On n'a pratiquement que des capteurs de tension et de courant. Et si on a la chance d'avoir un capteur de température, etc., à l'intérieur, on ne peut rien faire. Donc, l'une des méthodes au laboratoire, ça marche bien, mais pas dans l'industrie, c'est ce qu'on appelle des méthodes invasives, c'est-à-dire on met à l'intérieur même de la pile, exemple, une caméra qui permet de voir la dégradation, ou bien des capteurs, mais hélas, on ne peut pas le faire, en réalité, c'est assez compliqué. Et l'autre méthode non invasive, là, c'est vraiment basé sur des compétences un peu de modélisation, d'estimation des paramètres et de contrôle, qui va nous permettre d'estimer la dégradation. Exemple, si j'arrive à calculer la différence de pression entre la membrane,
ça me permettra d'avoir une idée sur la membrane. C'est très simple, tout le monde connaît la loi d'Ohm. Si on prend une résistance, on prend une tension U1, une tension U2, il est clair que cette résistance dépend du rapport entre la tension et le courant. C'est exactement la même chose d'un point de vue émulation avec l'électrolyseur. Voilà un peu donc les méthodes basées plus sur l'IA et l'automatique. Très clair, merci beaucoup. Je trouve que ça vient mettre en cohérence un petit peu tout ce qu'on s'est dit finalement. Merci mesdames, messieurs pour ces explications. On clôt là la table ronde sur la production d'hydrogène. Vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat à droite de la vidéo. Et on va passer tout de suite à la deuxième table ronde sur le stockage de l'hydrogène qui est un autre de nos grands enjeux. On poursuit donc avec cette table ronde sur le stockage qui est un autre des grands enjeux pour l'hydrogène. On l'a évoqué en introduction, hein, vous savez que certes l'hydrogène a une forte densité énergétique, mais il est aussi extrêmement volumineux. Hein, pour 1 kg d'hydrogène, il faut 11 000 litres à pression atmosphérique, enfin en tout cas 1 kg est contenu dans 11 000 litres. Alors il peut être bien sûr compressé, hein, la norme est à 700 bars, notamment dans l'industrie, pour un volume de 24 litres, mais ce qui pose bien évidemment des problématiques techniques et puis de sécurité. Il peut aussi être liquéfié en étant refroidi à moins 253 degrés, mais là aussi on se doute bien que c'est un procédé extrêmement énergivore. On peut également le transporter en le transformant en ammoniac. Voilà une autre possibilité, plus facilement transportable, mais aussi avec des enjeux, puisque l'ammoniac est particulièrement dangereux pour l'homme, et sa reconversion en H2 est elle aussi énergivore. Bon voilà, donc tous ces enjeux de stockage percutent à la fois des questions de choix de matériaux, d'infrastructures, de modèles économiques, de compétences aussi, et donc c'est pour ça qu'on a nos deux invités avec nous, et on va commencer par vous, Samira Maert. Vous représentez le CETIM, le Centre technique des industries de la mécanique, et vous portez notamment, vous êtes référente du projet HyMeet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites dans ce projet? Oui, bien sûr. Alors déjà, tout d'abord, bonjour et merci de votre invitation. Alors, avant de parler du projet en tant que tel, je voudrais juste revenir sur le pourquoi du projet. Donc, il faut savoir que l'utilisation de l'hydrogène à grande échelle nécessite une chaîne de valeur robuste et des infrastructures adaptées. Dans cette chaîne de valeur qui se structure autour de la production, autour du stockage, de la distribution et donc des utilisations, la mécanique va jouer un rôle essentiel. Alors bien sûr, la mécanique ne sera pas présente dans l'électrochimie de la pile ni même de l'électrolyseur. Par contre, du compresseur jusqu'à la pompe, en passant donc par des tuyaux, par des raccords, tous ces métiers appartiennent finalement au métier de la mécanique. Et également donc, les procédés mécaniciens nécessaires à la production de ces composants. Donc on voit bien que la mécanique est partie intégrante de cette chaîne de valeur. Et donc pour permettre le déploiement de cette filière et aider les entreprises à surmonter les défis auxquels elles seront confrontées, le CETIM a mis en place le projet HyMeet. Alors HyMeet pour Hydrogen, Materials and Equipment, Engineering and Testing. Alors ce projet HyMeet, d'un budget de 25 millions d'euros sur plusieurs années, est une initiative stratégique d'envergure européenne qui a pour objectif de mettre en place une structure d'expertise pour les mécaniciens. Alors je tiens également à préciser que ce projet rentre dans le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'État et la Fédération des industries de la mécanique pour soutenir le tissu industriel dans leur transition énergétique et écologique. Voilà. Donc ce projet HyMeet finalement est structuré autour de 4 grands segments. Donc le premier segment est plutôt un segment transversal. On va retrouver des outils, des méthodes, de la compétence. On va également y trouver toute la partie réglementaire et normalisation. Il y en a beaucoup en fait dans ce domaine-là. Le deuxième segment, on va y retrouver tout ce qui est en lien avec les tests de caractérisation et d'étanchéité, et j'y reviendrai un peu plus tard. Le troisième segment, lui, il est surtout là pour aider à la conception et au dimensionnement des nouveaux équipements
et procédés. Et le dernier, et non des moindres, va être surtout là pour réaliser des tests d'équipement fluidique, c'est-à-dire qu'on va prendre une pompe, on va la mettre dans un environnement d'hydrogène, dans son fonctionnement dans un environnement d'hydrogène, et puis on va regarder sa durabilité. On va en profiter pour voir quelles sont les défaillances qui apparaissent, y remédier. Donc à travers ce projet-là, ce sont toutes les compétences, expertises du CETIM qui sont mises à la disposition au niveau régional et également national pour aider au déploiement de cette filière-là et puis aider les entreprises à monter en gamme dans ce projet. Bien sûr, et donc pour mieux comprendre aussi, pour mieux connaître les propriétés finalement de ces matériaux dans un environnement H2, c'est bien ce qu'on comprend. Donc Samira, vous travaillez également à la qualification de ces matériaux pour leurs futurs usages, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, de manière macro, on va avoir deux situations d'entreprise, c'est-à-dire celles qui, aujourd'hui, travaillent déjà dans le milieu industriel, dans la fabrication des pompes, des vannes, des tuyaux, et qui vont se dire, on va développer notre business en s'intégrant dans la filière hydrogène, et puis on va avoir d'autres entreprises qui, elles, vont apporter leur innovation dans cette filière-là. Quoi qu'il en soit, que ce soit donc dans un milieu où elles ont déjà de la connaissance ou dans un milieu nouveau, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que quand on rentre dans la filière hydrogène, ça ne s'improvise pas. Il faut absolument vérifier que les matériaux qui sont utilisés soient compatibles au fonctionnement de l'hydrogène. Vous en avez parlé en introduction, on a vu un certain nombre de caractéristiques de l'hydrogène, donc très répandues, très bonnes caractéristiques. Il a également quelques inconvénients, hein. Il est très inflammable, il est incolore, il est inodore. Il a également la particularité d'être une très très petite molécule qui peut se diffuser en fait dans le matériau et provoquer ce qu'on appelle des fuites et donc provoquer en fait des situations très, très compliquées, très sévères. Donc il faut absolument réaliser des tests dits de d'étanchéité. Donc pour cela, en fait, on réalise ces tests-là avec des variations de pression, des variations de débitmètre, voire de la spectrométrie également. Un autre point non négligeable à considérer dans la filière hydrogène, c'est également la fragilisation du matériau par l'hydrogène. Donc qui arrive dans des situations suivant la caractéristique intrinsèque du matériau, suivant l'introduction, la diffusion de l'hydrogène dans le matériau, on l'a vu à des températures très basses, à des pressions très hautes, et puis dans le fonctionnement opérationnel mécanique de l'utilisation. Et ces trois conditions-là font que le matériau peut être fragilisé et pareil provoquer des conséquences très graves, je dirais, pour le matériel. Donc, d'où l'intérêt également de réaliser des tests, dits ici de fragilisation. On va le faire par des tractions. On peut également quantifier la quantité d'hydrogène présente dans le matériau et puis proposer des solutions pour empêcher l'introduction de l'hydrogène dans le matériau. Il faut savoir qu'une très très petite quantité d'hydrogène peut provoquer une fragilisation donc, du matériau. Donc de la même façon que mon collègue lui travaille sur les nouveaux matériaux dans la filière hydrogène, il faut prendre également en considération cette notion de propriété des matériaux au contact de l'hydrogène et d'où ces investissements au niveau du CETIM pour réaliser, je dirais, ces tests-là. Ce sont des machines, des équipements très spécifiques parce qu'on les utilise dans le milieu hydrogène et puis comme on l'a vu, hein, ça demande une sécurité très stricte. Je me tourne vers vous, Salim Chaki. Donc vous êtes professeur à l'Institut Mines Télécom et vous vous intéressez aussi à la problématique des matériaux, enfin cette problématique des matériaux qui est assez centrale dans les questions de stockage de l'H2. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, même si peut-être qu'on s'en doute un petit peu, mais voilà, nous dire un peu pourquoi et puis nous partager ces problématiques et comment est-ce que vous essayez de les relever. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, le gaz d'hydrogène est un gaz extrêmement léger. Donc pour donner un ordre de grandeur, donc 1 kg d'hydrogène, ça occupe à température ambiante et à pression atmosphérique un volume de 11 mètres cubes. Et donc aussi pour donner un schéma, pour savoir un peu qu'est-ce que ça représente énergétiquement. Donc voilà, si on imagine un véhicule qui va rouler à l'hydrogène, 1 kg d'hydrogène,
ça permet en fait de faire 100 km. Donc pour avoir une autonomie de 500 km minimum, donc il faut avoir 5 kg, donc 5 fois 11 mètres cubes, donc ça ferait un volume extrêmement élevé. Donc pour donner un schéma, c'est un studio qui représente une surface de 22 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de 2,50 mètres. Donc on voit très bien la problématique du stockage de ce gaz. Il y a plusieurs voies de stockage. Donc on parle de la voie gazeuse, on parle de la voie liquide, voire même la voie solide. D'accord. Donc nous, à l'IMT Nord-Europe, on s'intéresse plutôt au stockage de l'hydrogène gazeux. D'accord. Pour essentiellement des applications de mobilité. Donc pourquoi le choix des matériaux? Donc on travaille sur les matériaux métalliques, mais ici je vais me focaliser essentiellement sur les matériaux composites pour cette application de mobilité. Donc les matériaux composites sont connus, hein, c'est des matériaux qui sont très résistants mécaniquement, parlant par exemple du composite à fibre de carbone. Donc c'est très très résistant, hein, donc ça dépasse même les performances des matériaux métalliques. Et surtout, ils sont légers, très légers, par rapport aux matériaux métalliques. Pour donner un ordre de grandeur, on est entre 3 à 5 fois, par rapport à un acier. 3 à 5 fois plus léger. Voilà. C'est ça. Et donc voilà, il y a cette question effectivement du poids, mais il y a aussi, donc j'imagine, la question de la sécurité, du coût aussi, puisque j'imagine que c'est pas... Voilà, c'est un sujet, peut-être de l'éco-conception, peut-être si vous pouvez rentrer un peu dans ce détail-là. Pour développer cette filière-là, donc on se confronte à 3 problématiques essentielles. Donc d'abord la sécurité, donc c'est un enjeu très très important, parce que voilà, on va travailler avec des gaz qui sont compressés à des pressions très élevées. On parle par exemple pour la mobilité légère, type voiture, touriste, c'est 700 bars. Parlant de la mobilité lourde, actuellement, on est sur des pressions de 350 bars. Ça reste quand même des pressions très élevées. Et donc la sécurité est un enjeu très important, effectivement. Il y a la problématique du coût. On dit des réservoirs en matériaux composites à fibre de carbone, pour donner aussi un ordre de grandeur du coût de la fibre de carbone. Pour quand même des questions de sécurité, on va utiliser quand même des grades de matériaux un peu élevés. Donc on est sur des prix de l'ordre de 40 à 60 euros le kilogramme. Et donc pour donner aussi un schéma combien ça coûterait un réservoir de stockage d'hydrogène, si on parle pour une application de trailer, c'est-à-dire le transport de l'hydrogène pour ravitailler des stations de service, tout dépend de la capacité et de la pression, mais on est sur des ordres autour entre 50 et 100 kg. Donc 100 kg pour 40-50 euros le kilo, donc on voit très bien la problématique du coût. Et enfin, la problématique du développement durable. Donc c'est quand même une question très importante, sociétale très importante. Et donc nous, à l'IMT Nord-Europe, en fait, on travaille sur ces 3 problématiques, parce que ces 3 problématiques, elles sont liées. D'accord ? Donc pour augmenter la sécurité, il faut faire un choix des matériaux. Et le choix des matériaux doit aussi respecter l'environnement. Donc s'agissant justement de l'enjeu du développement durable, on va développer des réservoirs avec des matériaux qui sont recyclables. Donc ce qui existe actuellement, c'est des composites fibres de carbone, mais avec des résines thermodurcissables, type époxy par exemple, ou vinylester. À l'IMT Nord-Europe, en fait, on travaille sur des matériaux à base de résine thermoplastique. Donc thermoplastique, ça veut dire recyclable. On peut recycler les matériaux, récupérer la résine et récupérer la fibre. Très intéressant. Alors peut-être je me tourne vers vous deux. C'est quoi la dynamique pour vous justement sur ces questions de stockage hydrogène? On a bien compris qu'il y avait une question de coût qui est quand même assez centrale pour les industriels, si on pense aux usages industriels, mais aussi sur les questions de mobilité. Comment est-ce que vous voyez le marché évoluer sur les questions du stockage? Est-ce qu'on est encore loin d'avoir des solutions qui soient accessibles à un coût acceptable, ou est-ce que pour vous finalement on s'en approche à grands pas? De donner des éléments de réponse par rapport à ça, toujours par rapport à des applications de mobilité par exemple. On vient de parler du coût. Nous, on a un projet Horizon Europe au niveau de l'IMT Nord-Europe
donc, qui s'intitule EcoHydro. Donc c'est un projet, c'est un grand projet hein, d'un budget total de 10 millions d'euros. Donc ça implique 15 partenaires au niveau international dans 7 pays différents. Et dans le cadre de ce projet, par exemple, c'est une question centrale. Donc comment on peut développer des réservoirs de stockage à des prix qui sont corrects. Donc on travaille sur les matériaux, comme je viens de dire. Donc parce que ça a un coût, hein, la matière première, mais aussi on travaille sur l'optimisation des procédés de fabrication. Donc il y a un procédé qui s'appelle l'enroulement filamentaire. Donc c'est le procédé le moins cher qui permet de faire des structures de révolution type réservoir, et on essayera d'optimiser à la fois la cadence de fabrication, donc parce qu'on s'intéresse au marché de la mobilité, donc la vitesse de production est très importante. Donc on va optimiser la vitesse de production en utilisant des matériaux qui sont, des fibres qui sont plus larges, donc ça permet de couvrir très rapidement les réservoirs. Mais on travaille aussi sur la réduction du temps de cycle. Donc les matériaux composites, quand on va les mettre en œuvre, il y a une phase de cuisson, si je peux me permettre. Et donc on va aussi développer des matériaux, par exemple, en leur intégrant des actifs pour faire une polymérisation à la lumière. Donc voilà, en même temps on est en train de fabriquer, mais en même temps les matériaux ils sont sensibles à la lumière et donc ils vont s'auto-cuire directement. Donc ça permet par exemple de faire des gains au niveau de la production. Très intéressant, vraiment la recherche au service des futurs usages, et c'est exactement ce dont on va parler dans la table ronde qui va suivre, les usages de l'hydrogène, également tout l'aspect modèle d'affaires évidemment. Là encore une fois, je vous invite à poser les questions dans le chat à nos deux intervenants qui j'espère seront là le jour J. On se retrouve donc pour cette dernière table ronde dans laquelle on va parler des usages de l'hydrogène et des applications finalement de toutes les recherches partagées jusqu'à présent. Et donc on va notamment parler des usages dans la mobilité et dans la combustion. Et on va commencer avec vous, Pascale Desgroux, je vais y arriver. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et donc vous travaillez sur ces questions de combustion de l'H2. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Merci tout d'abord pour l'invitation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 84% de l'énergie produite par des ressources primaires est obtenue par combustion. Donc, ça c'est pour utiliser dans la mobilité, qu'elle soit terrestre, navale, aéronautique, dans l'industrie, dans les brûleurs domestiques. Et pour vous donner un exemple, l'industrie manufacturière, c'est-à-dire la sidérurgie, la verrerie, la cimenterie, nécessite des températures très élevées, jusqu'à à peu près 1700 degrés par exemple, 1700 degrés Celsius. Alors, il y a évidemment des alternatives électriques qui sont très prometteuses, notamment dans la mobilité terrestre, mais aussi dans l'industrie manufacturière. Néanmoins, si on veut atteindre la neutralité carbone rapidement, c'est ça qui est important, eh bien la combustion demeure une alternative très prometteuse. Alors, par exemple, si vous prenez des fours dans l'industrie, ils peuvent atteindre des dizaines de mégawatts. Et donc, si vous êtes capable de remplacer un brûleur qui brûle jusqu'à maintenant un combustible fossile, souvent c'est du gaz naturel, par un combustible qui ne comporte pas de carbone, et notamment l'hydrogène, eh bien vous avez une décarbonation massive et quasiment immédiate. D'où l'intérêt de cette combustion, qui passe pour son intérêt pour sa rapidité dans la décarbonation, et aussi pour atteindre des températures qui sont parfois nécessaires dans l'industrie. Donc voilà, et puis aussi ce qui est intéressant au niveau de la combustion, c'est qu'on peut passer relativement facilement d'un brûleur qui est pour l'instant utilisé avec du gaz naturel à un brûleur pour l'hydrogène. Et puis la durée de vie des brûleurs industriels, c'est une trentaine d'années, donc ça aussi c'est un avantage assez conséquent. Et donc on ne peut pas tout électrifier, en tout cas la combustion garde un intérêt, même dans une logique d'industrie neutre en carbone. Alors qu'est-ce que vous faites à Lille peut-être plus précisément ? À Lille, on travaille donc sur la combustion de l'hydrogène. Alors cette combustion hydrogène, en fait, elle existe depuis très très longtemps, mais elle a été laissée de côté pendant des décennies parce qu'on brûlait de l'essence, du pétrole ou du gaz naturel. Et donc en fait, aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a à nouveau un intérêt pour cette combustion de l'hydrogène et il reste encore pas mal de verrous scientifiques à lever. Et nous, on s'intéresse aux émissions de polluants qui sont associées à cette combustion d'hydrogène. Alors, on pourrait penser que la combustion d'hydrogène, ça forme essentiellement de l'eau, c'est vrai, mais il y a aussi, malheureusement, des oxydes d'azote qui sont nocifs pour la santé. Donc ça, c'est le thème sur lequel on travaille dans le cadre d'un programme de recherche du PEPR hydrogène qui s'appelle MONTI. Et donc, c'est le seul projet du PEPR hydrogène sur 19 qui concerne la combustion. Et c'est le laboratoire que je représente qui est pilote de ce projet. Dans ce cadre-là, en fait, ce à quoi nous nous intéressons avec d'autres laboratoires français dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons à comment les oxydes d'azote se forment lors de la combustion d'hydrogène, comment on peut faire pour les réduire, pour que ça ne soit plus nocif, et puis comment on peut intervenir sur la combustion en tant que telle pour les réduire. Par exemple, est-ce qu'on doit jouer sur la géométrie du brûleur, sur la géométrie de l'injecteur, sur le confinement de la flamme? Tout ça, ce sont des questions que l'on traite dans le cadre de ce projet, et en vue d'avoir un modèle qui soit parfaitement représentatif de cette combustion et pour être intégré, par exemple, pour concevoir des brûleurs industriels. Donc, vous travaillez sur cette question de la formation d'oxyde d'azote qu'on aimerait éviter, mais il y a aussi d'autres questions de sécurité, notamment du fait de la forte inflammabilité de l'H2. Oui, exactement. Comme vous le savez, l'hydrogène brûle très très bien. C'est ça. C'est un avantage. C'est bien et c'est pas bien. C'est un avantage, mais ça peut être parfois un inconvénient. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de domaine d'inflammabilité qui est très large. C'est-à-dire qu'il brûle avec très peu d'oxygène et avec beaucoup d'oxygène. Donc en fait, il faut évidemment faire très attention à cela. C'est une problématique qui est vraiment très, prise au sérieux, notamment dans tout ce qui va être le stockage de l'hydrogène. Donc il y a d'ailleurs un PEPR qui traite de cette question de sécurité dans le stockage. Et donc, en fait, ce qu'on étudie à Lille, en fait, c'est plutôt comment est-ce que l'hydrogène, quelles sont les conditions dans lesquelles l'hydrogène à basse température peut conduire à une inflammation qui pourrait éventuellement conduire à une détonation. Donc, alors, je ne veux pas alarmer le public, mais disons qu'il faut vraiment bien cerner ces questions de sécurité de l'hydrogène. Donc, en fait, dans notre laboratoire, au PC2A, on a la possibilité de brûler des flammes qu'on appelle des flammes froides, qui brûlent autour de 600 degrés. Et c'est justement un domaine de température pour lequel on manque vraiment de données sur cette question de sécurité. Intéressant, mais vaut mieux s'y intéresser maintenant plutôt qu'une fois qu'il y a une catastrophe industrielle. Oui, voilà. Oui, donc on vous remercie par avance. Alors, il n'y a pas que l'usage combustion, on a aussi évidemment l'usage dans la mobilité. On en a beaucoup entendu parler d'ailleurs, hein, peut-être dans le grand public. Hein, on a parfois pensé que l'hydrogène allait remplacer le pétrole, probablement en partie à tort. Enfin, justement, je me tourne vers vous, Walter Lhomme, sur cette question-là. Hein, peut-être nous donner en quelques mots les freins au déploiement de l'H2 et puis peut-être nous dire, voilà, est-ce que c'est vraiment adapté à la mobilité légère? Est-ce que, à quel type de mobilité, en tout cas, l'H2 serait potentiellement adapté? Oui, donc déjà, merci pour l'invitation. Donc moi, je vais vous parler plus particulièrement du véhicule à pile à combustible, puisqu'il existe aussi donc des véhicules qui utilisent donc le moteur à hydrogène. Faut savoir que dans le véhicule à pile à combustible, la pile en fait n'aime pas être sollicitée en puissance. De ce fait, on lui ajoute toujours donc une batterie pour complémenter donc la puissance importante. De ce fait, on doit être capable de gérer convenablement l'énergie entre ces deux sources, donc batterie et pile. Et donc, on doit être capable donc, de développer une optimisation pour non seulement donc, gérer la consommation donc, d'hydrogène, mais aussi la durée de vie de la pile. Et donc, alors en quoi est-ce que finalement on se dit que cette solution-là, elle est plus pertinente pour les véhicules lourds que pour les véhicules légers? Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entend. Donc, est-ce que c'est le cas et pourquoi? Alors certes, l'hydrogène est un vecteur énergétique, on va dire, intéressant, de par son utilisation, mais si on s'intéresse à son rendement énergétique, on se rend compte que ce n'est pas forcément un bon vecteur énergétique, tout au moins pour les véhicules de nature légère. Alors la raison elle est simple, c'est une question d'efficience énergétique. Si on compare
le véhicule à pile à hydrogène avec un véhicule électrique n'utilisant que des batteries, mais on se rend compte qu'un véhicule à pile à hydrogène va consommer 2 à 3 fois plus d'électricité donc qu'un véhicule électrique à batterie. Donc, pour résumer, ce n'est pas forcément intéressant de l'utiliser pour les applications légères. En revanche, pour les applications lourdes, comme on a des masses et des distances parcourues qui sont beaucoup plus longues, l'utilisation seule des batteries est un frein. Donc là, l'hydrogène est relativement donc, intéressant comme pour les applications de type bus, camion, train ou encore péniche. Jimmy Laubert, est-ce que vous confirmez cette vision? Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Walter Lohm? Tout à fait, je confirme que on le voit de toute façon dans la société actuelle. Ce qu'on nous propose pour les véhicules particuliers, c'est quand même on va vers le tout électrique, mais le tout électrique à batterie. Et donc on n'est pas parti vers des solutions type pile à combustible pour l'instant. Alors il y a plusieurs raisons, mais en tout cas c'est clair que les véhicules électriques à batterie, c'est la solution qui paraît la plus adaptée dans ce cas-là. Par contre, ça ne résout pas pour tous les types de véhicules et évidemment pour tout ce qui est transport lourd. Et alors on parle du transport routier, mais il n'y a pas que le transport routier. On pourrait aussi aller vers le fluvial ou autre, où là il y a des grosses problématiques et où il serait intéressant d'utiliser l'hydrogène. Alors la mobilité de demain, elle passera par ce qu'on a déjà, c'est-à-dire qu'il y a une partie de véhicules hybrides qui sont thermiques électriques, et on pourrait envisager pourquoi pas du thermique hydrogène, électrique hydrogène, enfin voilà, différentes solutions où on entrevoit déjà ces solutions potentielles. Maintenant pour ce qui est de demain, si on parle d'un peu plus loin, il est clair que l'hydrogène ça paraît très très prometteur comme utilisation, et utilisation évidemment à la fois en combustion ou dans les piles à combustible comme ça a été dit précédemment. Et ça, alors ce développement, j'ai envie de dire, il y a quand même dépend fortement du réseau de distribution, du coût de l'hydrogène à la pompe aussi à un moment donné. Voilà, et donc il y a aussi peut-être des solutions encore intermédiaires à trouver dont on parlera peut-être un peu plus tard. Absolument. Walter, je reviens vers vous. Justement, vous avez un projet ferroviaire avec la SNCF, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit mot? Oui, donc on a un projet avec la SNCF qui est un des partenaires avec lesquels on travaille au L2EP. Donc c'est un projet de recherche qui dure 2 ans, qui a commencé depuis janvier 2024. Donc le but en fait est d'améliorer la gestion d'énergie des trains bimode hybrides, dieselisés et hydrogène. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les trains bimode, ça fait longtemps que ça existe en France, hein. Ce sont des trains qui sont capables de circuler sur des lignes électrifiées mais aussi non électrifiées en utilisant donc des groupes électrogènes donc embarqués. Et là le challenge est quand même important, puisque là on veut espérer donc avoir un gain de consommation de carburant donc de 20%. D'accord, effectivement c'est assez considérable, surtout compte tenu du coût du carburant actuellement. Jimmy Laubert, vous travaillez sur une solution permettant de produire de l'hydrogène directement au sein du véhicule, c'est ça? Oui. Alors comment ça fonctionne L'idée dans l'intermédiaire justement, c'est les travaux que nous menons au sein du LAMI consiste à utiliser des électrolyseurs embarqués pour produire à partir d'électricité de l'hydrogène et l'utiliser comme vecteur de carburant aussi. Donc on l'ajoute au carburant existant, essence ou diesel. On vient injecter de l'hydrogène et on va améliorer globalement la combustion et donc améliorer le rendement de notre véhicule, mais aussi baisser les émissions de polluants. Donc ça c'est l'idée de base, et en plus l'intérêt c'est que c'est une solution qui peut être utilisée alors ce qu'on appelle en rétrofit, donc c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur la gamme de véhicules actuels, venir ajouter ces éléments et donc à un moindre coût. Parce qu'on travaille sur des électrolyseurs alcalins qui sont des électrolyseurs vraiment très, très raisonnables en termes de coût, très faciles à produire. Alors évidemment, il y a quand même une limite à ça, c'est que si on utilise un électrolyseur embarqué, il faut une source électrique pour pouvoir produire cela. Donc on peut soit utiliser directement la batterie ou l'alternateur du véhicule,
mais dans ce cas-là, on va venir prélever une quantité d'énergie et donc abaisser le rendement global. Donc l'idée, c'est de aussi pouvoir essayer de récupérer de l'énergie qui est perdue normalement au sein du véhicule pour pouvoir l'utiliser pour alimenter cet électrolyseur, et donc ça fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons. Et donc ça, c'est intéressant d'un point de vue coût et consommation. Alors, ajouter cette couche-là, ça reste intéressant. Oui, alors c'est ce que nous efforçons de démontrer. Hein. Nous avons des bancs d'essai au sein du laboratoire. Un banc d'essai justement qui est dédié au développement de solutions pour récupérer de l'énergie thermique et venir produire de l'énergie électrique qui permettra d'alimenter notre électrolyseur. Donc pour que finalement l'électrolyseur soit un coût énergétique zéro. Et donc on gagne vraiment quelque chose au global sur le véhicule, et on travaille aussi sur, on a un autre banc d'essai qui nous permet de venir utiliser l'électrolyseur, d'essayer d'optimiser le contrôle de l'électrolyseur en prenant en compte le contrôle du moteur aussi en même temps. Parce que en venant évidemment injecter cet hydrogène, on va venir modifier un peu les caractéristiques de ce qu'on a en entrée, donc on ne peut pas se contenter de garder le contrôle moteur classique. On est aussi obligé de venir modifier ça, tout comme quand on a, aujourd'hui on sait qu'il y a des kits éthanol qui existent par exemple, on va venir modifier l'injection, c'est le même genre de principe sur lequel on travaille. Très clair. Je reviens vers vous, Walter. On est au sein de l'Université de Lille, donc on ne peut pas s'empêcher de parler de compétences, évidemment. En plus, on est dans une région qui a la mobilité en son cœur. Et donc, je crois que vous développez des nouvelles compétences de mobilité décarbonée au sein de l'université, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, côté formation, on a à l'Université de Lille, sur le campus de la cité scientifique, un Master 2 dédié à la mobilité électrique, donc c'est le master véhicule intelligent électrique. Donc dans ce cadre de ce master, divers projets et stages ont lieu chaque année pour des bus et trains à H2, donc qui étaient réalisés avec nos différents partenaires. Dans ce cadre-là, généralement il y a des outils de simulation qui sont développés par les étudiants pour pouvoir quantifier efficacement donc la consommation d'énergie de divers types de transport. Un exemple concret que je peux vous donner, c'est l'année dernière, nous avons fait un projet pour une ligne de bus circulant sur la métropole européenne de Lille, donc la MEL. De manière plus large, avec la MEL, nous collaborons aussi dans le cadre d'un programme de recherche interdisciplinaire au sein du campus de la cité scientifique qui se nomme CUMA. Donc CUMA, c'est un programme de recherche donc, qui viserait donc, à décarboner donc, le campus de la cité scientifique en utilisant donc, la mobilité électrique. Quoi dire d'autre? CUMA a eu aussi une extension à l'international dans le cadre d'une collaboration avec l'Institut de recherche sur l'hydrogène avec l'Université de Québec Trois-Rivières au Canada, donc dans le cadre d'un laboratoire associé international où finalement nous confrontons de par les différentes recherches et avec nos différents étudiants, les différents campus, tant sur le volet technologique que sur le volet mobilité et aménagement du campus. Très clair. Donc en plus des collaborations internationales avec des grandes universités, donc très intéressant. Jean Gravelet, je me tourne vers vous. En mot de conclusion, on a parlé de la combustion, de la mobilité. Il y a peut-être d'autres usages, peut-être un peu plus prospectifs ou pas d'ailleurs, mais voilà, peut-être si vous pouvez nous faire un petit panorama des autres usages de l'H2 et notamment aussi dans le futur. Alors, un des premiers usages, et c'est celui qui concerne le plus finalement notre région Hauts-de-France, c'est la décarbonation de l'industrie, c'est le pouvoir réducteur de l'hydrogène. Les technologies existent, elles seront mises en œuvre par la sidérurgie essentiellement. Donc ça, c'est le premier. Bon, après, il y a tout ce qui concerne la mobilité, on en a suffisamment parlé, que ça soit à partir sur des moteurs à combustion, que ça soit des moteurs couplés à un moteur électrique, donc par le biais de piles à combustible, ou après toutes les solutions hybrides dont on a parlé tout à l'heure. Il y a la production d'énergie dont on a peu parlé, mais qui finalement c'est l'électrolyseur inversé, c'est ce qu'on appelle une pile à combustible, où à partir d'électricité on va fournir de l'hydrogène.
Alors, et puis, il y a aussi l'usage stockage, c'est-à-dire avec de l'électricité, je vais produire de l'hydrogène qui va me permettre de stocker cette électricité pour reproduire de l'électricité après. Alors évidemment, je ne vous raconte pas la question des rendements, ça c'est une évidence, mais ça fait partie de ces différents usages. Et puis le dernier, qui peut être aussi un des plus intéressants, on avait commencé par la décarbonation de l'industrie, mais ça en est une conséquence, c'est tout ce qui tourne autour de la production ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel, c'est-à-dire toutes les combinaisons entre l'hydrogène décarboné et du CO2 biogénique ou récupéré, enfin surtout biogénique à l'avenir, selon la réglementation. Et là, il y a un potentiel énorme puisque la législation européenne oblige à des pourcentages qui vont être de plus en plus croissants dans les carburants maritimes et les carburants pour l'aviation. Ce que j'ai envie quand même de dire, c'est que toute cette recherche que l'on fait au niveau des usages, on a parlé tout à l'heure de production, stockage et maintenant les usages. En fait, la production, on se rend compte qu'on peut sans doute produire ailleurs l'hydrogène, et c'est bien un des enjeux, on essaye d'éviter, et donc c'est pour ça que tous les enjeux au niveau de la production, ça va être de réduire les coûts, mais bon, la réalité fait que certains pays ont choisi de produire ailleurs, mais pour les usages, la recherche scientifique, elle doit être ici, parce que sinon c'est notre économie qui est par terre. Enfin, en partie, évidemment, on a bien dit que la décarbonation, c'était massivement l'électrification. On est bien d'accord avec ça, mais comme a dit Madame Desgroux tout à l'heure, il y a certains domaines où on ne peut pas éviter la combustion, donc du biogaz peut faire une partie, mais l'hydrogène doit jouer son rôle, et donc il y a toute une série de domaines sur les usages qui sont absolument pertinents et essentiels de travailler au niveau de la R&D pour aller d'une solution qui est décarbonée vers une solution qui sera tout autant efficace, mais avec l'hydrogène, qui a évidemment toutes ses problématiques propres. Donc toute la recherche sur l'usage est absolument fondamentale. Bien sûr, et ça embarque toute la chaîne de valeur finalement, et je crois que ça nécessite aussi une stratégie à l'échelle régionale qu'a mis en place précisément la région de France. Alors, il y a une feuille de route effectivement qui a été adoptée par le Conseil régional des Hauts-de-France, c'était quoi? C'était en mars dernier. Alors, on est assez prudent et c'est normal qu'on le soit parce qu'on voit bien que l'hydrogène, ça n'est qu'une histoire qui démarre, même si certains diront qu'elle a démarré il y a longtemps. Gay-Lussac, ça date pas d'hier, mais en tout cas, l'hydrogène décarboné, c'est assez récent. Et donc, il faut privilégier toutes les voies. Donc, l'électrolyse en est une, mais on fait attention aussi à faire en sorte que des projets de pyrogazéfication, de gazéfication hydrothermale puissent sortir parce que ça peut quand même être une alternative à l'électrolyse qui a quand même ce gros problème de dépendre fortement du coût de l'électricité. Voilà, donc après c'est une question justement de voir où sont les usages, de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour développer les usages. Et c'est très important de développer les usages parce que si on développe les usages, on développe le chiffre d'affaires potentiel, la part de marché potentielle de l'hydrogène sur le mix énergétique. Donc là encore, c'est des choses que la feuille de route va essayer de stimuler en tout cas, peut-être pas de régler parce qu'on n'est pas là pour régler tous les problèmes, mais essayer au moins de stimuler et de voir où sont les points bloquants. Très clair. Merci beaucoup Jean Gravelet, merci à toutes et tous pour ces éléments sur les usages de l'hydrogène. Là encore, si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans le chat sur la droite de la vidéo. Je pense que nos invités seront ravis d'y répondre. Messieurs, on va donc conclure. On va commencer par vous, Lionel Montagne. Donc vous êtes vice-président de l'Université de Lille. Vous nous avez accueillis. Merci beaucoup. Très bien, cher Jean. Nous avons été très heureux d'accueillir ces experts. Ces paroles d'experts ont été très diversifiées. Elles ont montré que les sujets de recherche sont à la fois très étendus, très approfondis, très diversifiés. Donc c'était vraiment très intéressant. C'est quand même extraordinaire qu'un élément, le plus petit élément de la classification périodique, l'hydrogène, un proton, un électron, qu'on soit capable de faire tout ça avec un élément aussi simple. Bon, voilà, beaucoup de complexité. Je voudrais dire que tous les travaux qui ont été présentés émanent de différents établissements d'enseignement supérieur de la région. Nous avions organisé un colloque au mois de mai qui avait été organisé par une entité qu'on appelle Hauts-de-France Université, qui regroupe les 5 universités régionales et la conférence des grandes écoles régionales. Et l'hydrogène était un des sujets qui était apparu comme étant central sur les questions énergétiques dans la région.
Alors peut-être une question, c'est comment on va continuer d'avancer finalement sur cette thématique-là. Je pense qu'une des clés, c'est l'interdisciplinarité. On travaille beaucoup à l'Université de Lille sur cette question-là. On est une grande université avec énormément de thématiques. Et finalement, pour avancer sur des questions, pour résoudre des verrous technologiques, on essaye maintenant de plus en plus de mixer les disciplines scientifiques pour faire de l'interdisciplinarité et faire ainsi progresser la science. Donc je ne doute pas que dans le domaine de l'hydrogène, ça va continuer à progresser aussi grâce à l'interdisciplinarité. Merci beaucoup pour votre accueil ici à l'Université de Lille. Nous, on est ravis d'avoir réalisé cette vidéo parce que ça permet de montrer ce qui se fait en termes de recherche dans les Hauts-de-France sur l'hydrogène. Et on peut quand même se dire que ce qui se réalise aujourd'hui sur l'hydrogène est le fruit de la R&D d'il y a 10, 15, 20 ans. Et donc, ce que l'on a entendu aujourd'hui donnera des fruits dans 10 ou 15 ans, peut-être même dans 5 ans d'ailleurs. Finalement, conclure, surtout pas. J'ai envie de dire, l'hydrogène est une porte ouverte vers l'avenir, vers la décarbonation. Les Hauts-de-France jouent leur brique et jouent leur pierre, je ne sais pas comment il faut dire. Et donc, ravi de tous ces travaux qui ont été présentés, de toute cette recherche qui est là. L'hydrogène, il faut le penser sur du long terme. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, même si aujourd'hui c'est quelque chose qui est devenu un peu plus compliqué parce qu'il y a des problématiques de coûts, des business models qui ne se mettent pas en marche comme on le voudrait. Mais il faut éminemment voir tout cela sur le long terme et se dire que l'hydrogène fera partie des solutions de la décarbonation de nos économies dans le monde entier et donc la R&D y joue une pierre absolument cruciale. Donc merci à tous nos chercheurs.